Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de votre présence à ce lundi de l'INA consacré au monde du podcast. Alors, cela fait 20 ans que le podcast a fait irruption dans nos vies, accompagnant nos déambulations dans la ville ou peuplant nos insomnies. Et l'INA n'est d'ailleurs pas en reste dans cette offre, puisque média patrimonial, il est lui-même producteur de podcasts. Et il nous a semblé important de revenir sur les 20 ans de ce nouveau média, d'en esquisser les contours, les usages, d'en explorer les territoires. Alors, comme vous le savez, les lundis de l'INA sont portés par une volonté d'éclairer l'actualité, les interrogations, les phénomènes qui traversent la société par les archives audiovisuelles et web conservées à l'INA, offrant ainsi à la réflexion une profondeur historique inédite et renouvelant le regard expert des intervenants. Ce soir, ce regard va donc se poser sur cet objet médiatique particulier qu'est le podcast. La collecte assurée par l'INA s'inscrit dans le cadre des missions du dépôt légal du web, missions partagées avec la BNF, missions qui nous ont permis de mettre à disposition des chercheurs les sites web, certains médias sociaux et réseaux sociaux en lien avec l'audiovisuel français, un outil de consultation spécifique web média est disponible à l'INATech, dans les apprises INA, les médiathèques et bibliothèques universitaires partenaires. Alors, pour aborder les territoires du podcast, nous avons la chance d'avoir, bientôt sur cette scène, Maëlle Bazin, docteur en sciences de l'information et de la communication et lauréate de l'appel à un projet du Lab INA pour une recherche intitulée « Temps de parole des femmes dans les podcasts natifs français ». Et j'en profite pour rappeler que le Lab INA est la structure mise au service de la communauté scientifique pour accompagner les travaux de recherche portant sur les médias et s'appuyant sur l'analyse quantitative et les traitements automatisés des données issues des collections de l'INA. Aux côtés de Maëlle Bazin, Christophe Deleu, professeur à l'Université de Strasbourg, formateur audio, mais aussi auteur radio et audio depuis 1997, dont plusieurs œuvres, écrites et produites pour France Culture, ont été récompensées. Il est aussi cofondateur du studio de podcast Sonia. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage Le désir de belle radio aujourd'hui, qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Nous les remercions tous les deux d'avoir répondu présent et de s'être ainsi prêtés au jeu des archives. Alors, pour introduire cette soirée, nous avons demandé à Tiffany Anton, chargée de mission en documentation pour la valorisation des collections du web du dépôt légal à l'INA, de revenir sur l'histoire de la collecte des podcasts et le défi patrimonial qu'elle constitue. Nous la remercions également. Et je vais finir par de chaleureux remerciements à Marine Poix-Bernier, documentaliste multimédia, et Tiffany Anton pour tout le travail de recherche documentaire engagé, Catherine Gonard et Élodie Roblin pour la coordination et l'organisation, et Jean-Michel Briard pour les montages et la technique. Excellente soirée à vous tous. Bonsoir. En introduction à cette séance consacrée au podcast, je vous propose de revenir dans un premier temps sur la définition du podcast, puis dans un second temps, vous proposer quelques focus de nos collections web qui illustrent l'histoire du podcast en France. Pour conclure, j'aborderai quelques problématiques que nous rencontrons pour la collecte de ces objets. Qu'est-ce qu'un podcast ? C'est un fichier audio ou vidéo disponible en ligne, à la demande et accessible via un flux RSS. Qu'est-ce qu'un flux RSS ? Il est inventé en 1999. C'est un format de données textuelles qui permet d'informer les internautes de l'actualité éditoriale d'un site web au format XML. L'intérêt de ce format XML, c'est que c'est un format structuré. Il permet de retrouver toutes les métadonnées du podcast. Je vous ai mis quelques dates un peu clés, comme 2001, le premier fichier audio qui a été relié à un flux RSS, la création de l'iPod d'Apple, très important, car en 2004, le transfert de l'iPod de contenu audio à partir d'une source RSS. Alors c'est un peu barbare, voilà un flux XML, un flux RSS en XML, pardon. Donc c'est un fichier en ligne, donc, qui est synthétisé par une URL, en HTTP ou HTTPS. Il est lisible en ligne, et par toutes les applications et plateformes de podcast. Il permet de récupérer à la demande ou à un rythme choisi les mises à jour, c'est-à-dire en gros les épisodes. Il contient les informations telles que le titre, la description de l'image,
la pochette, la liste de tous les épisodes, leur description, leur date de publication et un lien, bien sûr, vers les fichiers audio de chaque épisode. Alors, comment ça fonctionne? On a un producteur qui crée son fichier MP3. On a ensuite des hébergeurs, plateformes diffuseurs. Alors, vous en connaissez sûrement, Spotify, Apple, Ocha, Radio France et Arte Radio. Ils gèrent le flux RSS et les fichiers audio. En bout de chaîne, nous avons les auditeurs ou les abonnés qui s'abonnent au flux. On distingue deux types de podcasts. Le podcast de replay ou de rattrapage. Donc, c'est un procédé qui consiste à diffuser telle quelle une émission de radio ou de télévision. On distingue aussi le podcast natif, qui est un programme créé pour une diffusion numérique. Il s'agit donc d'un contenu natif web, un contenu original. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est les 20 ans du podcast, c'est surtout parce que c'est son nom. En 2004, c'est la naissance du terme podcasting. Il a été inventé par un journaliste britannique qui se demande comment nommer cette révolution audio qui arrive là avec l'iPod et tous ces flux qui surgissent. Il dit « Tous les ingrédients sont là pour un nouvel essor de la radio amateur. Mais comment l'appeler? Audio-blogging? Podcasting? Guérilla média ?» Le mot podcast a été suggéré comme combinaison de l'iPod, donc la marque de lecteur d'Apple, et de broadcast, qui signifie radiodiffusion. En France, on utilisera aussi le terme d'audio à la demande ou encore le terme de pure player de l'audio. En juin 2005, iTunes, donc créé en 2001 par Apple, intègre la possibilité de télécharger et d'écouter des podcasts. Les radios s'emparent de cette fonctionnalité et la première en France, c'est RTL, dès le mois d'août. Je vous propose ici une courbe d'évolution des nouveaux podcasts français par année de 2004 à 2020. Donc, c'est une courbe qui a été publiée dans la revue des médias, c'est une revue en ligne de l'INA. En regard de ce graphique, j'ai rajouté les dates de création de plateformes qui ont permis l'essor du podcast, principalement amateur à ses débuts. Alors, amateur, attention, on parle d'amateur parce qu'on n'est pas encore dans la professionnalisation. Au fil des années, justement, on tend vers cette professionnalisation avec l'essor des labels et des studios de podcast. En regardant la courbe du graphique, on s'aperçoit que l'on passe d'un média intimiste à un média de masse. Alors, quelle plateforme collectons-nous? Et quel type de podcast? On a commencé notre collecte en 2018 avec les podcasts de Radio France et Arte Radio. En 2020, on a lancé la collecte des podcasts de tous les acteurs du podcast en France, c'est-à-dire médias audiovisuels, presse écrite, studios de podcast, mais aussi d'indépendants. Nous ajoutons à la collecte des flux mis à disposition par des hébergeurs gratuits et accessibles sans inscription. Acast, Ocha, Audiomins. En gros, notre collecte ne nous permet pas de récupérer des podcasts qui sont sur des plateformes qui nécessitent des inscriptions, telles que Spotify ou Apple. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des podcasts que nous n'aurons pas, jamais, en tout cas peut-être jamais, dans notre archive. En 2023, nous avons lancé la collecte de la plateforme Audioblog. On en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est le service d'Arte Radio dédié aux créateurs de podcasts. Alors voilà ce qui se passe quand nous, on archive un podcast. En haut, vous avez tout simplement la partie technique d'une notice documentaire. On a le flux RSS qui est symbolisé par ce HTTPS. On a le titre, ici c'est un podcast de l'INA, bon baiser de partout, l'auteur et la description automatique. En dessous, vous avez une capture de notre outil de consultation webmédia dont ma collègue a parlé tout à l'heure. Grâce à ce flux RSS, on a aussi récupéré donc, non seulement les métadonnées descriptives du podcast en général, mais aussi on récupère les métadonnées descriptives de chaque épisode que vous avez ici à droite. Pour nous aussi, c'est important, l'audience n'est pas du tout un critère de sélection. On essaie bien sûr de collecter les podcasts les plus écoutés en se référant à Médiamétrie ou l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, mais on collecte aussi des podcasts qui ne souscrivent pas chez les acteurs des mesures d'audience. Au mois d'octobre, en France, les podcasts, c'est 142 millions qui ont été écoutés ou téléchargés. C'est quand même très, très, très conséquent. Alors, un petit focus sur Arte Radio, que vous connaissez tous. Donc, Arte Radio propose des podcasts natifs et à partir de 2019, des podcasts de rattrapage. C'est le cas pour l'émission de 28 minutes, qui est présentée par Elisabeth Quint. Donc, elle est créée en 2002, 9 ans après la chaîne de télévision Arte. En illustration, là, vous avez quelques images du site de l'époque, issues de notre archive web. Là, on est bien, ça date de 2002, septembre 2002.
Pour la chaîne, au départ, cette radio est pensée comme une offre supplémentaire dans le champ de nouvelles technologies et des nouveaux médias, et doit venir en soutien et en prolongement des programmes de la chaîne. À sa tête, Sylvain Gire, qui est accompagné de Christophe Rowe, un ingénieur du son, donc petite équipe, et eux demandent tout de suite à avoir carte blanche et font de la radio finalement tout autre chose. Ils souhaitent une radio à la demande, fondée sur l'originalité des points de vue, des créations sonores natives, adaptées à l'écoute sur Internet. En effet, on est en 2002. À cette époque, il y a très peu de haut débit en France. Lors d'une étude pour finaliser le projet d'Arte Radio, ils apprennent que les Français écoutent la radio au bureau. Cette découverte est la source du slogan culte d'Arte Radio, qui fera l'objet d'une campagne publicitaire pour son lancement. « Écoute Arte Radio, c'est ton patron qui paye ». Si Arte Radio est considérée aujourd'hui comme la pionnière du podcast en France, elle ne faisait pourtant pas à sa création du podcast, tout simplement parce qu'elle n'utilisait pas encore la technologie du RSS. Autre capture de notre site, de notre archive. En effet, le site proposait d'écouter des sons en streaming grâce au format Reel Audio, et une offre de téléchargement de fichiers MP3. Pour avoir une qualité de diffusion correcte et un fichier moins lourd, les sons à l'époque étaient enregistrés exclusivement en mono. Pourquoi Arte Radio se définissait comme une radio à la demande? Parce que le site proposait à l'auditeur de composer lui-même sa radio en panachant des fichiers audio de 43 secondes jusqu'à 120 minutes. Il pouvait également écouter des archives au hasard. Ces fonctionnalités, il faut se remettre en 2002, elles étaient vraiment novatrices. Et le site web d'Arte Radio était à l'époque vraiment ce qu'il y avait de plus pointu. Il a même remporté le prix Yahoo en 2003, ce qui est quand même pas rien. Alors que proposait Arte Radio ? Dans un épisode du podcast Lucifère, qui est sur Arte Radio et que nous avons donc archivé et qui a été mis en ligne en 2009, Sylvain Gire rappelle qu'Arte Radio, à l'époque, était vraiment une révolution. Elle s'affranchit des codes de la TV et de la radio, car il n'y a aucune contrainte de durée, mais aussi par son contenu. Elle propose des reportages créatifs, des courts-métrages qui parlent d'intimité, de politique, de création. Et en 2020, les productions originales d'Arte Radio ont obtenu plus de 40 grands prix. Cette liberté est due également au fait qu'elle n'a aucune pression commerciale, car Arte Radio ne fait pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Dans une interview en 2008 pour la revue Métamorphose, Sylvain Gire dit en 2002 « Avec une candeur et une naïveté incroyables, nous anticipions sur les futurs modes de consommation en ligne qui explosent aujourd'hui avec la vidéo à la demande et le podcast. » Effectivement, Arte Radio était quand même très, très, très novatrice. 7 ans après sa création, Arte Radio propose le podcasting. Pourtant, les débuts d'audience d'Arte Radio sont difficiles. Pour Sylvain Gire, au début, les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Jusqu'en 2016, le site enregistrait 400 000 écoutes mensuelles, et c'est après, avec la mode du podcast, que les audiences ont été en hausse. En 2013, cependant, Arte Radio élargit son audience en mettant en ligne avec succès ses contenus sur la plateforme d'hébergement SoundCloud. Et en 2017, elle crée également une chaîne YouTube. Alors, pourquoi? Cela leur permet de toucher un public francophone étranger et également un public plus jeune qui ne connaît pas leur site. En 2021, YouTube représente un tiers de l'audience d'Arte Radio. En 2023, Arte Radio cumule plus de 20 millions d'écoutes sur toutes les plateformes confondues. Peut-être avez-vous entendu aussi parler d'Audioblog. Donc Audioblog, c'est créé par Arte Radio. C'est une plateforme participative de podcasts natifs. En illustration aussi, la première capture du site archivé de cette plateforme. Avec elle, Arte Radio propose aux internautes de mettre en ligne leurs créations sonores personnelles, des reportages, et même ils appellent ça des bricolages audio. Et de faire ainsi leur propre radio en ligne, à écouter, télécharger et podcaster. 4 mois après le lancement du site, 800 sons sont créés. Sur le site, le côté communautaire est renforcé avec un forum où les audioblogueurs, donc ceux qui font des podcasts sur les audioblogs d'Arte Radio, s'entraident pour réussir un bon enregistrement. Chacun participe ainsi à la construction d'un savoir collectif. De plus, Arte Radio valorise ses audioblogs en organisant des concours et des sélections d'audioblogs coup de cœur qui sont exposés en une sur le site d'Arte Radio. D'autres médias audiovisuels qu'Arte sont aussi des acteurs du podcast. Cela regroupe les médias traditionnels, c'est-à-dire les chaînes de radio et de télévision publiques et privées, généralistes ou thématiques, de groupes audiovisuels ou patrimoniaux, comme l'INA. Il s'agit de podcasts natifs ou de rattrapage.
Nous collectons aussi bien les podcasts des chaînes qui ont été captées par l'INA, mais aussi les podcasts des chaînes qui ne sont pas captées par l'INA, comme par exemple de nombreuses radios locales. Je vous propose un petit focus sur Radio France. Alors, pour rappel, Radio France, c'est 6 chaînes de radio généralistes et thématiques, plus le réseau de radio locale France Bleu. Entre 1999 et 2004, Radio France a mis en œuvre un plan de numérisation et d'informatisation qui a permis la mise en ligne de ses contenus. Fin 2005, Radio France confirme qu'une offre de podcast sera proposée début 2006 sur les plateformes, mais aussi sur son site. Elle propose le replay de ses émissions diffusées à l'antenne. À l'époque, on ne parle pas de podcast natif, elle n'en produit pas. Alors, en illustration ici, vous avez une capture de la page d'accueil du site, où apparaît pour la première fois dans le menu tout en haut à gauche, tout en haut, le terme de podcast. Entre 2010 et 2013, le nombre de podcasts téléchargés s'est élevé à 1,4 million pour l'ensemble du groupe de Radio France. C'est conséquent. Fort de ce succès, en 2012 et en 2013, parce qu'elle propose une autre version, Radio France innove et lance une application unique à l'époque qui propose toute son offre de podcasts. Radio France, à l'époque, est l'un des acteurs majeurs du téléchargement de podcasts en Europe. C'est un peu plus tard, à partir de 2017, que Radio France se lance dans le podcast natif. Donc le premier, c'est en septembre 2017, c'est Super Fail pour France Culture. À l'époque, France Culture, c'est 1,2 million d'auditeurs par jour, mais 14 fois plus de podcasts téléchargés, soit 17 millions de téléchargements. Une manne, du coup, pour proposer du natif. France Inter emboîte le pas dès mai 2018. Alors, ce qu'il faut savoir, on a constaté ça, c'est que certains podcasts natifs de Radio France font par la suite l'objet d'une diffusion à l'antenne, tout simplement pour pouvoir rémunérer les auteurs. À la vue du succès du podcast, la télévision s'y met aussi. Voilà, vous avez quelques exemples, ce n'est pas la majorité, de chaînes de TV qui produisent et qui diffusent du podcast. C'est donc le cas de France Télé, qui dès 2018 propose des podcasts de rattrapage de ces émissions qui sont diffusées à l'antenne, comme C'est dans l'air. Et d'autres programmes se voient consacrer des prolongements audio. Alors, des prolongements audio sans pour autant aller jusqu'à la création originale pour la série de France 3 Plus belle la vie, dont certains arcs narratifs ont été développés spécifiquement pour ce format natif de podcast. Le premier vrai podcast natif de France TV est Au comptoir de l'info. Il s'appelle Au comptoir de l'info. Il est créé en 2019 et il vient juste d'être arrêté en juillet cette année. BFM aussi. En 2019, BFM a proposé déjà des podcasts de rattrapage et elle va aussi se lancer dans le natif et en s'adressant à une cible totalement inattendue pour une chaîne d'information continue. Elle produit Les Dents et Dodo. Alors, Les Dents et Dodo, c'est une histoire de 3 minutes pour les tout petits. Tout simplement parce que les podcasts jeunesse deviennent de plus en plus populaires. La chaîne gagne ainsi une nouvelle audience. Elle récidive quelques temps après avec un autre podcast jeunesse qui est lui dédié à l'actualité, qui s'intitule Le titre à la une Junior. Alors il y a d'autres producteurs de podcasts, bien sûr, autres que la radio et la télévision. Donc quelques exemples. On a les studios de production indépendants. Alors c'est quoi un studio de production indépendant ? C'est une société spécialisée dans la production de podcasts et ils peuvent piloter tous les aspects, par exemple de la conception jusqu'à la distribution. On a aussi les agences de production qui proposent des services de production pour des clients externes, des labels et des collectifs de podcasteurs. Eux, ils se regroupent pour partager les moyens de production et de promotion. Majoritairement, tous utilisent le service de distribution multicanal. La distribution multicanal, c'est quoi ? C'est j'ai un flux RSS, je vais le mettre sur toutes les plateformes. Comme ça, je suis sûr d'avoir de l'audience. Alors, Cosa Vostra, c'est une image que j'ai empruntée à une étude de Cosa Vostra, là, toute récente, les acteurs du podcast en France, donc l'édition 2024 qui vient de sortir, distingue 2 types de studios de podcast. Les studios généralistes, donc qui abordent tout sujet, là, il y en a une centaine, et les studios spécialisés qui ont fait le choix de mettre leur expertise au service de niches particulières. Donc, des récits de voyage, des histoires vraies, des contenus pour enfants. Voilà, ces studios, si vous voulez, ils créent des podcasts avec une signature un petit peu unique qui répond à des besoins et des intérêts très spécifiques. Parmi ces 39 studios de podcasts spécialisés référencés, j'avais envie d'en citer un qui s'appelle Binge Audio. Il est cofondé par Joël Renez en 2015. Alors Joël Renez, c'est un ancien du numérique chez Arte et ensuite il est parti chez Radio France. Et lui, il s'est lancé dans la production, je cite, en voyant que la radio était un déclin alors que le marché du podcast aux États-Unis était en plein boom. Binge Audio débute avec des podcasts donc natifs
à l'époque hebdomadaire, orienté plutôt pop culture, destiné aux jeunes adultes amateurs de contenus alternatifs. Puis par la suite, ils vont aborder des thématiques plutôt d'actualité et de société. Voilà, un petit exemple de 3 podcasts de Binge Audio. Alors, je vais faire une petite partie sur notre collecte, un peu, vous donner quelques éléments spécifiques de notre collecte et de documentation. Donc, nous, on collecte, vous l'avez vu, j'ai parlé du RSS, on collecte donc les podcasts via cette URL qui est un flux dans lequel il y a ce flux RSS. On a 2 techniques. La collecte push, pour Radio France et Arte Radio, c'est quoi? En fait, on a des ouvertures avec leur catalogue. Donc, on a un petit robot qui fait une petite moulinette et hop, on récupère comme ça tous les flux RSS régulièrement. On moissonne tous les flux RSS et hop, ça rentre dans notre base de données. La collecte pool, c'est pour tous les autres producteurs. Donc, il y en a quand même beaucoup. J'en ai quand même énoncé quelques-uns, autres que sur la radio et la TV. Donc, la collecte pool, c'est quoi? C'est une veille manuelle. C'est-à-dire qu'il faut détecter sur le web le flux RSS. Ça fait beaucoup. Il faut aller chercher beaucoup. Pourquoi la collecte pool se révèle complexe? Il y a une absence de catalogue concernant les podcasts. Tout est éparpillé sur le web. Il n'y a pas d'agrégateur, pas d'hébergeur unique. Pour nous, je vous rappelle qu'on ne collecte pas Spotify, Apple, etc. On a aussi l'absence d'un moteur de recherche dédié fiable. Ça existe, des moteurs de recherche qui proposent de faire des recherches sur les flux RSS. Mais bon, des fois, on se rend compte que finalement, il y a des flux qu'on ne trouve pas. Donc, ce n'est pas fiable. Mais surtout, on a l'absence d'une liste exhaustive du podcast français. Alors, on se débrouille, évidemment. On va utiliser des outils. On a la presse spécialisée, telle que le magazine en ligne Podmust. On a le site de l'Alliance pour les chiffres et de la presse. Mais attention, tout n'y est pas. On paye pour faire partie de pour être sur le site de l'APCM. On a évidemment les sites des studios podcast. Et puis aussi, on a les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, etc. pour voir un petit peu les nouvelles sorties. Alors, consolider la collecte, je voulais vous proposer quelques problématiques vues récemment. Donc, ce flux RSS, cette URL, des fois, il y a un changement d'hébergeur. C'est-à-dire que nous, on a collecté un podcast et hop, il change d'hébergeur. On se retrouve avec un message d'erreur. Notre collection est interrompue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se remettre en branle, quelque part, pour retrouver un flux RSS actif. Là, c'est le cas pour une émission de C'est dans l'air, France Télévisions. Autre cas de figure, le changement d'hébergeur pour une exclusivité. Le podcast marche, beaucoup d'audience, ils vont sur Spotify, plus de rémunération. Un exemple. Documenter le podcast, ça a son importance face aux problématiques que je vais vous énumérer ci-dessous. La première, c'est que le RSS est une spécification et non une norme. Ce qui veut dire que les données indicatives descriptives du podcast que vous avez vues dans les flux XML sont libres. Par exemple, au sein d'un même studio de production, on n'a pas du tout la même pratique. Ces données, elles sont valorisées manuellement et sont donc aussi soumises à des erreurs de saisie. Alors, je vous parle de choses que j'ai constatées en base. Le champ auteur, parfois dans le champ auteur, c'est l'animateur du podcast, parfois le producteur, parfois même ce n'est pas rempli. Le titre, il inclut parfois le producteur, l'auteur, la société, la production. La description, elle n'est pas toujours complétée ou parfois trop succincte ou même parfois pas mise à jour. Il y a aussi des mots-clés dans les podcasts. Ils ne sont pas toujours remplis et la plupart du temps, ils sont en anglais. Enfin, et ça pour nous, c'est un travail, surtout quand on parle des podcasts, des médias audiovisuels, aucune indication dans les métadonnées permet de savoir si un podcast est natif ou non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vérifier dans les catalogues de l'INA, TV Radio ou sur les grilles de programme pour savoir si ce podcast est natif ou si c'est un podcast de rattrapage. Face à ces manques, il est essentiel d'effectuer un traitement documentaire du podcast. Alors, nous, on a des documentalistes qui travaillent, réalisent une description du documentaire, mettent des mots-clés, etc. Donc, le documentaliste aussi, il doit s'acculturer, il doit savoir lire un flux RSS. Alors, certains hébergeurs mettent ce qu'on appelle une feuille de style CSS pour faciliter la lecture. Voilà ici le podcast Camille de Binge Audio. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà le même podcast avec le flux RSS. Bon, ça, il faut trouver les informations. Ça demande un peu plus de temps.
Et il faut aussi retrouver les bonnes informations qui pourraient manquer sur ce flux RSS pour avoir une description et un traitement documentaire correct. Qu'est-ce qu'on a vu aussi ? Eh bien, la réutilisation d'un flux RSS. Voilà un exemple d'un podcast de Binge Audio qui s'appelle « Après la pluie ». J'ai voulu rentrer ce podcast Encore heureux et on m'a dit le podcast est déjà en base. Bah non, pourtant, j'ai Après la pluie Encore heureux. Non, ce flux RSS a été réutilisé. Et nous, là, on n'a qu'une notice documentaire avec le titre du podcast Après la pluie. On doit donc, du coup, reprendre notre traitement documentaire, ce qui n'est pas toujours facile. On a à peu près plus de 20 000 flux, 21 000 flux RSS dans notre base de données. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la place à Maëlle Bazin et Christophe Deleu pour leur présentation et vous faire découvrir quelques épisodes de podcast parmi les 4 millions d'épisodes qui sont issus de notre archive. Merci. Bien, merci à Tiffany Anton pour cette introduction. Effectivement, maintenant, vous comprenez bien où nous avons été envoyés, Maëlle et moi, pendant plusieurs semaines. Donc, nous avons été envoyés dans cette galaxie de plusieurs millions de podcasts. Voilà, et nous pouvions donc naviguer dans les podcasts de l'INA pour faire une sélection et vous parler du podcast. On va faire vraiment une introduction courte avant d'écouter les premiers extraits. On ne va pas répéter bien sûr ce qui a été dit. Peut-être juste deux, trois points. Effectivement, c'est une mission qui, je l'ai dit avec peut-être un peu d'humour, peut-être pas assez, mais c'est complexe. Vous l'avez compris, car on a appelé ça cartographier le monde du podcast. C'est bien que c'est compliqué. C'est une vraie... plusieurs galaxies, en fait, plein de documents sonores qui ont été produits. Et il est bien sûr impossible d'être exhaustif. Ce n'était pas du tout d'ailleurs notre intention. Donc ce qu'on va essayer de faire modestement, c'est quand même de donner des repères. On va approfondir certaines choses qui ont été dites enfin, à travers des exemples. Mais bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'histoire comme on pourrait faire, je sais pas, l'histoire du journal télévisé, ou, voilà, même si c'est déjà compliqué de faire ça. Mais c'est forcément un contour assez flou. Voilà, donc on va parler du podcast. Alors, il faut aussi peut-être rappeler que c'est un terme anglais, finalement anglophone, qui a été retenu pour parler de cette production. Le terme balado-diffusion que nos amis québécois revendiquent toujours n'a pas percé en France. Voilà, donc on parle de podcast. On a vu là d'où était l'origine. En plus, c'est lié aussi à une marque. Voilà, on a un peu oublié, mais bon, c'est quand même lié à une marque. Et c'est anglophone. C'est ça qui s'est imposé véritablement donc, dans nos esprits. Alors, de quel podcast va-t-on parler ? Alors, on s'est appuyé sur les archives de l'INA, évidemment, pour sélectionner les archives, mais aussi pour travailler, pour penser cette histoire qu'on va vous proposer, mais aussi sur des cartographies qui sont déjà en cours, alors qui sont évidemment non exhaustives. On le soulignera tout au long des 2 heures, donc c'est bien impossible de faire une cartographie du podcast, mais en tout cas, il y a un projet qui est en cours, un projet de recherche qui s'appelle le projet Opcast, un observatoire qui est financé par la DGMI, qui est le ministère de la Culture, et qui est accueilli au sein du laboratoire Charisme à l'Université Paris-Panthéon-Assas et qui s'est donné donc pour défi de cartographier, alors pour une partie du podcast, qu'il s'agit des podcasts natifs d'information et donc d'avoir une entrée avec cette dimension-là, donc d'exclusion de la fiction. Et en parallèle, il y a également l'ARCOM, donc l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique, qui ont eux aussi lancé un observatoire du podcast. Et si vous allez sur le site internet, vous pouvez voir qu'ils ont déjà publié un certain nombre de rapports, qu'ils ont notamment communiqué dans des festivals, et donc ils sont en train de dresser un état des lieux de l'écosystème du podcast. Alors, un peu plus d'un côté socio-économique, mais voilà, les deux se complètent très bien. Donc, l'observatoire du podcast, il y a déjà plusieurs articles qui sont parus.
Donc le panorama qu'on va vous proposer, c'est les mondes du podcast. On a choisi le pluriel et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, l'introduction de Tiffany Anton le montrait très bien, c'est qu'il y a plusieurs mondes imbriqués. Elle est nécessairement subjective, cette histoire, et elle dépend beaucoup aussi de nos parcours à tous les deux. Donc Christophe Deleu a travaillé sur la radio, sur la fiction, sur le documentaire, donc une expertise sur la production sonore. Et moi, je suis rentrée sur le podcast, pas justement par l'entrée du média, mais par une entrée thématique qui m'intéressait, qui était d'observer le temps de parole des femmes sur ce format, sur le podcast, qui n'avait pas été fait alors qu'il existe des études sur la radio, la télévision, la presse, etc. Et aussi une entrée thématique sur les violences sexistes et sexuelles. Vous allez voir, c'est aussi pour ça que certaines sélections d'archives qu'on va vous montrer sont en lien avec nos parcours. Il faut savoir qu'en France, il y a très peu de travaux de recherche sur le podcast, contrairement aux États-Unis, par exemple, où c'est déjà un domaine de recherche qui est très bien défini. On peut citer évidemment des publications qui sont existantes. On va donner quelques noms: Camille Brachet, Rémi Bouton, Evelyne Cohen, Olivier Tulas et Louis Viard, Sébastien Poulain, Pascal Rico, Noza Smati, mais aussi les membres du projet Opcast, dans la salle. Donc il y a Fleur Diciolo, Marie-Eva Le Saunier, Arnaud Mercier, qui ont donc fait plusieurs publications, et je fais de l'autopromo pour Opcast. Il va avoir une publication des actes du colloque qui a eu lieu l'année dernière, colloque qui s'appelait Le podcast natif, comprendre son essor et interroger son avenir. Donc les actes se font attendre, mais vont bientôt paraître. Donc pour la présentation qui va avoir lieu, on a décidé de se centrer sur le podcast natif, donc uniquement des podcasts qui sont produits en dehors de toute grille de programme, ce qui nous permet déjà de resserrer en partie le propos, même si, comme on l'a souligné en introduction, il y a bien cette porosité qui est constante et qui soulève un doute en fait en permanence, même pour nous chercheurs, où des fois on est un peu en fait c'est quoi, c'est quelque chose qui a été diffusé ou pas diffusé, puis comme voilà, ça circule d'un côté et de l'autre, donc la dénomination Man Podcast est très floue. Et donc ce qu'on va vous proposer, c'est une présentation en 3 temps. Donc à chaque fois, il y aura une séquence d'archives. On a sélectionné des archives sonores, donc de podcasts natifs, mais aussi des extraits d'archives audiovisuelles avec des reportages de télévision. Donc il y a 3 parties. La première partie, nous l'avons intitulée l'audio à la demande, continuité ou rupture avec le média radiophonique. L'idée, c'est de retracer l'histoire du podcast, ses filiations avec la radio, son évolution sur plus de 20 ans. Donc évidemment, on va donner quelques dates, les principaux acteurs. La deuxième partie, on s'intéresse plus spécifiquement aux productions fictionnelles afin de répondre à cette question: dans quelle mesure le podcast renouvelle-t-il ou réinvente-t-il la fiction? Et enfin, dans la troisième et dernière partie, qui s'intitule D'autres voix à écouter, on va observer la présence de nouvelles voix dans le podcast, et notamment la question de la place des femmes. Et on vous laisse découvrir la première séquence d'archives. C'était la mise en bouche. Voilà, donc c'est vraiment des choix très très subjectifs qu'on a fait. Et il y en aura d'autres tout à l'heure. Alors la première partie, c'est une partie plutôt historique. Donc c'est moi qui me plonge un peu dans l'histoire la plus ancienne. On va revenir au tout début des années 2000 et à la fin des années 90 aussi, pour un peu voir d'où il vient ce podcast. En fait, il est lié à ce qu'on a appelé la révolution numérique. C'est-à-dire d'abord peut-être pas l'apparition d'Internet, mais en tout cas la généralisation, le fait que le public s'empare véritablement d'Internet, c'est là, tous les médias aussi, donc c'est fin des années 90-2000, donc le podcast il va arriver dans ce contexte-là. Mais il y a aussi une révolution technologique qui est très très importante pour le son. C'est bien entendu le fait qu'on va passer de l'analogique au numérique. C'est-à-dire qu'avant, pour faire de la radio, en tout cas pour faire de la radio qui n'est pas en direct, par exemple, pour faire du témoignage en situation réelle, en reportage, tout cela est quand même très très coûteux. On utilise donc cette matière, peut-être que vous n'en avez jamais vu, mais bon, la bande analogique, voilà, c'est une fine bande, très polluante d'ailleurs, et qui coûte très très cher. Et en fait, il n'y a quasiment qu'à Radio France qu'il y en a. Donc la radio est quand même très attachée à la notion de sacré quasiment. Voilà, il y a des grandes radios qui font de la radio, des reportages un peu partout.
mais on ne peut pas véritablement faire de la radio de manière démocratique. Ce qui va arriver à la fin des années 90, c'est le fait qu'on peut enregistrer désormais sans cette fameuse bande analogique, donc sur des petits supports. Alors au départ, ce n'est pas véritablement du virtuel complètement, puisque on passe par des mini-disques. Vous avez peut-être connu les mini-disques, qui étaient les premiers enregistreurs. On enregistrait ça sur des disques, on mettait dans des unités centrales. Enfin, c'est encore, ça paraît comme ça. Il y a toute une succession d'outils, d'ailleurs, qui mériteraient quasiment de muséifier pour voir un peu l'évolution. Mais voilà, et après, il y a eu vraiment le virtuel avec la dernière génération d'enregistreurs que vous connaissez. Je ne vais pas citer les marques pour ne pas faire de pub, mais en fait, en tout cas, vous les identifiez bien. Et donc, on peut enregistrer sur des fichiers qu'on va transférer sur les ordinateurs. Et ça, c'est une révolution technologique très importante, puisque ça devient... on peut quasiment maintenant faire de la radio pour rien. On peut aller enregistrer dans la rue avec ces enregistreurs qui coûtent quasiment 10 fois moins cher, voire 15, que les appareils d'avant. On peut les mettre dans des logiciels de montage qui, tout ça se démocratise complètement. Ce qui fait qu'à la fin des années 90, en fait, théoriquement, n'importe qui peut produire du son, le monter, le mixer, quasiment pour rien. Et donc, voilà, c'est quand même ça, au départ, qui va amener la révolution du podcast. Il y a une vraie révolution. Voilà. Paradoxalement, en fait, le podcast, il ne se développe pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on met davantage l'accent sur l'image, sur le texte. Par exemple, vous avez tous connu l'évolution de ce qu'on appelait les web docu. À un moment donné, tout le monde voulait faire un web docu. Enfin, c'est des choses qui coûtaient 700 000 €. Enfin, c'était énorme. Mais bon, donc c'est l'image et le texte qui vont être d'abord finalement plutôt voilà. Donc il y a deux univers parallèles. Donc il y a d'un côté donc les praticiens qui se lancent dans le son, donc n'importe qui peut faire ça, et de l'autre, bien entendu, les médias traditionnels qui ne s'en emparent pas vraiment. Donc c'est vrai que même si c'est 2004, à partir de là on peut parler de podcast, en réalité l'histoire ne se développe pas tout de suite. On va reparler dans quelques instants d'Arte Radio, qui a sans doute été une exception française, mais en fait ça met beaucoup de temps ensuite à se développer. Alors maintenant, pour passer à la question suivante, le lien avec la radio. C'est une question très importante en termes de recherche, mais voilà, c'est une question fondamentale, le lien avec la radio. Est-ce que c'est de la radio? Est-ce que c'est pas de la radio? On pourrait passer 3 jours. Il y a plusieurs écoles, plusieurs théories. C'est vrai que ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que ce sont deux univers qui se sont construits, tant par exemple chez les auditeurs, les auditrices, chez les praticiens, praticiennes, chercheuses, chercheuses. On voit bien que il y a quand même deux univers qui parfois ne se parlent pas, ne s'écoutent pas, et donc là il y a clairement quelque chose à analyser. C'est pas tout à fait la même chose. Vous vous souvenez aussi peut-être du slogan du premier festival, Paris Podcast Festival, qui était c'est pas de la radio, c'est du podcast. Donc il y a une volonté aussi de la part de cet univers du podcast de s'affranchir de la radio. Voilà. Alors comment avancer dans ce débat sans aller chercher les canons et les mitraillettes? Déjà, on peut dire, alors il y a une filiation de toute façon entre la radio et puis le podcast, parce que déjà c'est du son, et que donc que ce soit pour la radio ou pour le podcast, ils utilisent donc la révolution dont je parlais, les deux vont s'en emparer. À la fois l'univers de la radio et l'univers, Radio France se lance dans le numérique fin des années 90, début des années 2000, comme vont le faire les podcasts. D'un point de vue technique, je veux dire, tout le monde est concerné par cette révolution. Ce qui va véritablement changer, bien sûr, c'est que la démocratisation dont je parlais, c'est ça qui va faire qu'en fait, ça ne va pas être tout à fait de la radio. Parce qu'en fait, la radio, c'est quand même un univers très, très balisé, très normé, très surveillé en France. Vous ne pouvez pas comme ça, avant l'arrivée du numérique, vous ne pouvez pas comme ça créer une radio. C'est pas possible. Si vous voulez créer une radio, il vous faut, une radio associative par exemple, il vous faut une autorisation. Donc il faut aller voir l'Arcom aujourd'hui. Voilà. C'est surveillé. Voilà. On peut pas faire. C'est un univers qui est très surveillé par l'Arcom. Si vous dites des gros mots en pleine journée ou si vous décrivez des choses qu'on ne peut pas décrire en pleine journée, vous êtes sanctionné par l'Arcom. Voilà. L'Arcom, c'est aussi l'Arcom qui va
catégoriser les radios. Il y a plusieurs catégories de radios, les radios associatives, les radios d'État, les radios généralistes, les radios locales. Tout ça est très... Vous allez sur le site de l'Arcom, c'est très cartographié. Voilà, et donc il y a les autorisations de toutes ces radios associatives, quand même plus de 600 en France, qui émettent, voilà, et qui sont... voilà. Ce qui va changer avec l'univers du podcast, c'est que tout ça va éclater complètement. Et donc tous ces podcasts dont on a parlé, alors pour les natifs en tout cas, ils sont dans un univers qui est un univers qui ne dépend pas de l'univers dont je viens de parler. Donc il ne dépend pas de l'Arcom. Voilà, et vous pouvez aussi créer, si vous le souhaitez, votre web radio sur Internet. Vous pouvez diffuser des podcasts sur les applications. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Voilà. Donc ça effectivement, ça c'est une révolution. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore du son. Il y a des formats qui se ressemblent. Voilà. Et puis de toute façon, les radios classiques vont se lancer dans ce qu'on appelle le podcast aussi, et donc vont mettre en ligne leurs émissions, et puis vont en créer aussi des podcasts natifs. Donc on voit bien quand même qu'il y a des points communs quand même très forts, mais d'une certaine manière, c'est pas non plus tout à fait la même chose. Voilà. Alors est-ce que ça a été autant la révolution que ça? Peut-être pas, parce que on oublie souvent quand même des choses quand on dit voilà, il y a eu par exemple une extension des témoignages. Voilà. Il y a des choses qui avaient déjà été en fait testées en radio ou en télévision même. Par exemple, quand on dit que voilà, ça a été un formidable, enfin que c'est l'intime, que le podcast c'est l'intime. L'intime est arrivé à la radio avant ça et à la télévision aussi. C'est un mouvement qui a commencé à la télé, à la radio dans les années 60-70. Ça va être accéléré par mai 68 avec ce qu'on appelle la montée de l'individualisme. Voilà, c'est-à-dire que les individus qui de plus en plus doivent se construire eux-mêmes. Il y a beaucoup d'émissions qui accueillent les témoignages intimes. On en trouve beaucoup à la radio. À la télévision, dans les années 80, il y a l'émission Moi Je, par exemple. Il va y avoir aussi dans les années 90 les reality shows, où beaucoup d'individus vont aller témoigner de leur histoire. Donc ce mouvement de l'intime, en fait, il démarre avant le podcast. Le podcast va sans doute l'accentuer, mais en tout cas, on peut pas dire que ce soit complètement nouveau. C'est plutôt justement dans un suivi, en quelque sorte, d'une tendance. Voilà. Tout comme on le verra tout à l'heure dans la dernière partie, sur les revendications, le fait qu'il y ait des paroles plus militantes ou plus engagées, ou peut-être qu'on n'entendait pas sur les médias. Là, quand on dit ça, en fait, on oublie un peu les radios associatives et les radios qui ont été d'abord les radios pirates à la fin des années 1970, puis libres à partir de la fin du monopole au début des années 80, où là, il y a beaucoup de radios qui se créent et qui vont porter des combats, puisque le combat qui les fédère toutes, c'est la liberté d'expression. Et donc, toutes ces paroles qu'on entend aujourd'hui dans les podcasts, les revendications féministes, les revendications liées à l'environnement, les revendications liées au racisme, au combat contre le racisme, plus généralement, toutes les minorités, on les entend dès la fin des années 70 et le début des années 1980 à la radio. Et les radios libres vont porter ce combat. Voilà. Alors, est-ce qu'il est encore aussi virulent qu'aujourd'hui? Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a toujours des radios associatives aujourd'hui où vous pouvez entendre, voilà, j'ai écouté une émission sur Radio Grenouille il y a encore 2 semaines sur l'immeuble qui s'est effondré à Marseille, le droit au logement, tout ça. Il y a toujours cette tradition qui est là de radio qui défend les minorités. Ce qui est un peu curieux, effectivement, c'est qu'on a l'impression que ça ne se parle pas beaucoup entre l'univers du podcast et l'univers des radios associatives. Voilà, on peut le mesurer, mais c'est pas toujours les mêmes personnes, c'est pas toujours mais il y a quand même des points communs qui sont quand même extrêmement forts. Sur Arte Radio, quelques mots, puisque ça vous a été bien présenté tout à l'heure par Tiffany. Alors, c'est vrai que c'est une particularité française. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tout d'un coup Arte Radio qui a apparu? Alors, c'était une volonté de Jérôme Clément, le PDG d'Arte à l'époque. Il voulait sa radio. Voilà, c'est comme ça que ça marche aussi, des fois. C'est des volontés individuelles. Voilà, donc il a confié une mission à Alain Johannes, le journaliste, qui a fait un rapport et qui ensuite a confié, bien sûr, l'initiative du projet à Sylvain Gire et Christophe Roux, qui ont été présentés tout à l'heure. Donc il y a eu plusieurs personnes mais voilà, au départ c'était conçu normalement comme une sorte de vitrine des programmes d'Arte, et puis Sylvain Gire, qui est quand même assez irrévérencieux, en a fait totalement autre chose. Mais voilà, alors ce qui est bizarre, c'est qu'Arte Radio c'est le premier podcast, et en même temps vous avez dû être sensible à ça, il y a radio dans le nom.
Donc c'est déjà en soi quelque chose d'étrange, alors qu'il n'y a pas du tout de diffusion en hertzien, ni sur enfin, c'est pas sur les ondes. Donc il y a déjà quelque chose d'amusant. Et Sylvain Gire est quelqu'un qui a travaillé à France Culture, donc qui a été producteur à France Culture, donc il vient de la radio. Et Christophe Rowe, lui, qui est un jeune ingénieur du son, son premier poste quasiment, c'est être réalisateur à Arte Radio. Lui ne jure que par un créateur de radio qui s'appelle Yann Parentoen, qui est vraiment l'un des plus grands créateurs sonores de l'histoire de la radio. Et quand il crée Arte Radio, il a cette identité sonore dans la tête. Donc là, la filiation avec la radio, elle est assez évidente et assez directe. En même temps, il crée quelque chose qui est complètement nouveau, c'est-à-dire la possibilité non plus d'être sur une radio de flux, qu'on écouterait donc en permanence, mais d'être plutôt donc sur pas forcément du podcast au début, hein, le terme il apparaît après, mais en tout cas, l'idée que c'est une sorte de rendez-vous hebdomadaire. On peut télécharger donc une fois par semaine quelques sons de durée très différentes, voilà, avec des formats différents. Voilà. Ça c'est quand même assez nouveau. Donc on n'est plus du tout dans cette espèce de grille des programmes qu'on connaissait. Et puis après, il y a la révolution aussi au niveau des contenus, vous l'avez entendu. Il va y avoir des paroles, beaucoup de témoignages. La parole au jeu, en fait, les producteurs qui s'adressent directement à l'auditeur et à l'auditrice. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'était quasiment interdit à Radio France. Hein. Un producteur ne pouvait pas faire ça véritablement à Radio France. Hein. Commencer à dire jeu comme ça, c'était extrêmement mal vu. Donc, il va y avoir, voilà, quand Delphine Sattel dit jeu comme ça en 2002-2003, c'est incontestablement nouveau. Voilà. Et c'est parfois le contenu du programme lui-même, chez Saltel, par exemple, c'est uniquement ça. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Arte Radio va aussi développer beaucoup ce qu'on appelle le documentaire d'observation. C'est-à-dire, on a entendu ça avec Claire Auter, avec ce portrait d'Agathe, jeune mais schizophrène mais sympa, voilà, c'est le sous-titre. On voit là effectivement des modules où il n'y a plus du tout la présence des journalistes, des documentaristes. Donc ça, Claire Auter a fait beaucoup de documentaires avec ce dispositif-là. Ça, c'est assez nouveau. Voilà. Donc ça c'est assez inédit aussi. Ce que va beaucoup pousser à Arte Radio, c'est le témoignage des anonymes, hein, c'est incontestable. On n'y trouve quasiment pas au début de paroles d'experts, de représentants, de syndicalistes. Même les paroles d'artistes n'existent pas. C'est vraiment le témoignage de la personne, voilà, qui raconte son quotidien. Voilà. Un souci aussi de création. C'est une radio vraiment qui se présente d'emblée comme une radio qui veut créer des modules sonores. Voilà, il y a une attention très forte au son, vous l'avez dû l'entendre, avec une construction souvent esthétiquement tournée du côté de l'association entre la stéréo et la mono, avec une stéréo pour les fonds sonores et une mono pour les enregistrements de paroles. Voilà, ce que va beaucoup développer Christophe Rowe. Donc il y a une identité sonore extrêmement forte, voilà, qui fait qu'Arte Radio véritablement s'impose. Voilà. Et puis il va y avoir aussi l'idée que Arte Radio est un média générationnel. C'est un média qui va beaucoup travailler à partir de jeunes documentaristes qui ont quasiment entre 20 et 30 ans. Souvent parisiens, on va reprocher aussi à cette radio d'être assez parisienne, mais néanmoins, donc, ils vont porter en fait tous les combats, tous les espoirs, tous les désespoirs d'une génération. Et ça, Arte Radio va accompagner ça, et l'accompagne quasiment toujours, puisque en fait, c'est toujours beaucoup de jeunes documentaristes qui commencent, et aussi beaucoup, statistiquement parlant, beaucoup de documentaristes femmes qui vont s'emparer en quelque sorte de cet outil et qui vont donc apporter forcément autre chose dans un univers. Alors France Culture il y avait déjà aussi beaucoup de productrices. Hein. Elles étaient très majoritaires à la radio, donc ça c'est pas complètement une nouveauté. Mais en tout cas, voilà, pour Arte Radio, ça va être l'occasion aussi au niveau des âges, de la génération, de porter d'autres combats. Voilà comment on pouvait présenter. Voilà, donc c'est quelques tendances. Donc, et voilà, et longtemps, il va se passer que ça quasiment. Hein. On va rester avec Arte Radio. Et quasiment entre 2004 et 2015, il ne se passe pas grand chose, en fait. Et on prétend même qu'en réalité, en France, le podcast ne va pas se développer. On ne jure que par l'image, le texte. Voilà. Et vers les années 2010-2015, voilà, c'est assez moribond. On se demande même si la radio ne va pas disparaître. Tout le monde est très pessimiste et même les sites en fait, de radio ne diffusent pas les sons qu'ils produisent.
il y a vraiment quelque chose de très mortifère ça va durer quasiment jusqu'en 2015. On a l'impression que c'est cuit pour la radio, c'est cuit pour le son et le podcast. Il y a quelques petites choses, hein, mais c'est pas énorme. Et après, par contre. Et après. Donc il y a encore un effet d'Apple qui va notamment contribuer à démocratiser le podcast avec l'arrivée d'iTunes et puis des applications ensuite par la suite, donc qui vont permettre d'écouter, de télécharger des podcasts. Donc parallèlement à l'offre d'Arte Radio, qui est un acteur pionnier, qui était presque un peu tout seul en fait pendant un moment, on voit en fait quelques initiatives qui émergent, mais qui sont vraiment très très marginales en fait pendant cette période. Il y a notamment Libération qui lance le podcast Silence on joue, qui traitait de jeux vidéo. Et après, on a plusieurs podcasts qui sont lancés par Télérama en 2008, Les Sonotones, Cercle Polar, Œil pour Œil, le débat des critiques ciné. Donc, on a quelques acteurs de la presse, notamment de la presse magazine, qui vont se lancer, et timidement aussi France Inter et de la télévision. Mais c'est vraiment très, très, très ponctuel. Et je ne sais pas si vous vous souvenez le graphique qu'a montré tout à l'heure Tiffany. On voyait vraiment les deux pics. En fait, on voit 2014 qui constitue déjà un premier pic de création de podcasts, et ensuite on a la période qui s'ouvre de 2016 à 2018 qui marque vraiment une rupture avec une explosion de création de podcasts en France, avec les éditeurs de presse qui vont produire énormément de podcasts, mais aussi avec l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs, donc des studios de production, des labels, avec des fois des définitions qui sont un petit peu variables, on ne sait jamais trop ce qu'on entend derrière, mais donc des studios et puis d'autres plateformes après qui vont se développer. Donc on a parlé de Binge Audio, Audible, Nouvelles Écoutes, Podcut, Fréquence Moderne, Chose à savoir, Paradiso, Orso Média, Boxon et bien d'autres. Donc certains sont déjà n'ont pas continué. Le cas par exemple de Boxon qui n'a pas réussi à tenir. Et puis il y a le Covid qui arrive avec une période de confinement qui va être fortement favorable aussi au podcast, parce qu'on a du temps pour écouter et on a aussi du temps pour créer. Donc là aussi, ça contribue à l'explosion de l'offre. Mais ce qu'ont montré les chercheurs et chercheuses du groupe Opcast, c'est que notamment pour la presse écrite, il y a beaucoup de podcasts qui sont créés, mais aussi beaucoup de podcasts qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qui sont arrêtés très rapidement. Il y a 1 ou 2 épisodes. Et en fait, soit ça prend pas, soit il y a peut-être pas le temps aussi dans les rédactions. Et donc il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas périns sur le temps long. Et puis après, il y a quelques grands succès d'audience ou succès critiques. Mon transfert de Slate, vous en avez écouté un extrait. Code Source du Parisien, L'Heure du Monde du journal Le Monde, et Programme B ou Les couilles sur la table qui a également été montré. Et on a aussi toute une offre qui commence à se développer de podcasts qui parle de podcasts. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un regard méta sur ce média. On peut citer L'Air du son, qui est une coproduction Binge Audio et Audible, Sans Algo, qui est un podcast de Slate. Et j'ai cherché sur la cartographie d'Opcast. Si on regarde sur l'ensemble de la cartographie, on a une douzaine de podcasts, en gros, qui parlent de podcasts, avec notamment beaucoup de conseils de professionnels, donc qui s'inscrit dans la mouvance dont parlait Tiffany, des audioblogs, où aussi on va se conseiller les uns les autres. Donc on trouve aussi beaucoup de réseaux de conseils qui fonctionnent sur des podcasts. Donc pour conclure cette première partie, on peut donner un chiffre, même si on pourrait beaucoup discuté de cette question des chiffres, mais dans l'extrait que vous avez eu dans la première séquence d'archives, d'extraits télévisés, vous avez un 9% qui est annoncé. Là, en 2023, c'est 36% des Français entre 15 et 80 ans qui déclaraient écouter au moins un podcast par mois, donc ce qui représente à peu près 20 millions de personnes, sachant qu'il faut aussi relativiser ce chiffre si on compare avec d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou même en Europe. On n'est pas forcément un pays très gros consommateur de podcasts, donc il y a une progression qui est nette, mais on n'est pas non plus un pays très très consommateur de podcasts. Et donc ce qui nous amène à la deuxième partie, le podcast natif comme renouveau de la fiction. J'espère que tout le monde se sent bien. Secoue un peu là. On va faire un petit focus sur la fiction rapide. On voulait le faire parce que c'est intéressant de
de regarder un peu ce que ça donne, le genre fiction à la radio dans le podcast, parce que la fiction, historiquement, ça a été un genre très très populaire à la radio, mais ça remonte à très très loin, aux années 40, 50, un peu 60, et puis quand ce qu'on appelle la dramatique télé est arrivée, quand la télévision est arrivée, elle a chassé la fiction de la radio, et il n'y a plus que les radios publiques en fait qui faisaient encore de la fiction, comme France Culture, un peu France Inter, quand le podcast est arrivé. Donc c'était un genre vraiment qui était quasiment résiduel à la radio. Alors qu'est-ce que ça allait donner avec le podcast? Alors bon, il n'y a pas eu des podcasts de fiction tout de suite, mais néanmoins, on a bien vu que on en avait ici ou là. Voilà. Donc vous avez entendu fragments hackés d'Alain Damasio, par exemple, qui a été donc fait avec des fonds belges et diffusé par Faune Radio. Enfin, alors Faune Radio, c'est aussi c'est une radio de flux sur Internet, mais qui fait aussi du podcast. Donc c'est intéressant. C'est Florian Pochon donc, qui a développé ça au début des années 2010, donc dans la période qui était encore pas très... où il ne se passait pas grand-chose. Donc on observe voilà, quelques fictions ici ou là qui ont été faites avec les moyens du bord. Alors, aujourd'hui, ce qui a été intéressant de voir, c'est que dans ce boom du podcast, bien entendu, ça s'est développé. Et on a pu penser à un moment donné, peut-être que là, justement, le podcast allait permettre l'émergence de nouvelles formes, de nouvelles esthétiques, parce que France Culture, France Inter, c'est une certaine esthétique de la fiction. C'est des liens très forts avec le texte littéraire, avec le théâtre. Et on a vu que les premières expériences de podcast en son étaient plutôt du côté du cinéma ou de la création audio en Belgique, par exemple, avec beaucoup de fiction. Voilà. Alors, où on en est aujourd'hui? Alors, on est un peu dans une période où on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Il y a eu des gros acteurs, hein, on parlait tout à l'heure dans l'archive des businessmen. Alors, il y a eu de l'investissement, hein, Spotify notamment, Canal+ aussi. Il y a eu voilà, des acteurs qui ont mis de l'argent, Audible. Ils ont mis beaucoup d'argent pour des fictions. Et ça a été aussi nouveau. Voilà, il y a eu des fictions qui ont été faites, par exemple, pour 400 000 €, ce qui est un record total pour une série de fiction audio. Pour info, la Cour des comptes, elle estime que pour produire une fiction à France Culture, il faut 20 000 €. Donc, vous voyez, là, on a eu vraiment une explosion des budgets, mais ça a été des one-shots à chaque fois. Par exemple, le nuage de Spotify Nouvelles Écoutes, avec Emmanuel DeVos, vous l'avez peut-être entendu. On ne peut pas le faire entendre ici parce que c'est Spotify, voilà. Mais une saison et ça s'arrête. Styx de Volodiacer sur Audible, c'est pareil, une saison et puis ça s'arrête. Donc, parallèlement, aux États-Unis et en Angleterre, là, la fiction audio se développe beaucoup plus. Vous avez des stars aux États-Unis qui jouent dans des fictions, même à la BBC. Voilà. Donc, on a l'impression pour l'instant que ça s'est beaucoup développé dans les pays anglo-saxons, peut-être parce que le marché est plus large. Mais en France, ça reste encore balbutiant. Voilà. Donc il y a des choses. Hein. Canal+ a encore fait L'Amour sang, par exemple, l'année dernière. Paradiso s'était lancé dans des fictions très ambitieuses. Mais vous le savez, Paradiso a fait faillite en fait l'été dernier. Voilà. Donc ça a été le deuxième gros crash de l'économie du podcast après l'échec de Box Son. Maëlle en a parlé tout à l'heure, Box Son, c'était le pendant documentaire en fait, hein, c'était l'abonnement payant pour écouter du documentaire. Il y a quelques années, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il n'y a pas eu assez de contributeurs pour que ça fonctionne. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des modèles économiques qui fonctionnent beaucoup à partir du crowdfunding, des one-shots, mais on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans une économie de fiction qui se serait stabilisée. Voilà, on est très très loin de ça. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de fiction. Les institutions culturelles, par exemple, il peut y avoir des musées, il peut y avoir vraiment toutes sortes. L'opéra de Paris, l'INA en fait aussi, on l'a vu. Donc voilà, il peut y avoir des podcasts de fiction, mais souvent, c'est des one-shots. Et il faudra attendre pour voir si c'est une tendance. Voilà. En tout cas, c'est vrai que d'un point de vue du genre, ce serait intéressant qu'il y ait un développement, mais le problème, c'est que c'est assez coûteux. C'est sans doute le genre le plus coûteux. Et aujourd'hui, malheureusement, l'argent, il en manque dans l'économie du podcast. Et donc, on peut se demander si véritablement ça va être un genre qui va se développer. Mais en tout cas, on voulait juste faire un petit focus. Voilà, vous pouvez réécouter toutes ces fictions et vous pouvez en écouter d'autres. Et si vous comprenez l'anglais, vous pouvez vraiment en écouter des formidables
Aux États-Unis, il y a The Truth, par exemple, qui a duré 13 ans. Jonathan Mitchell, voilà, qui a fait un podcast tous les 15 jours pendant 13 ans. Donc, c'est une collection de quasiment la 4e dimension en son. Voilà, il y a beaucoup de choses. BBC aussi, donc vous pouvez écouter sur la BBC, mais vous trouverez voilà, beaucoup plus de choses pour l'instant en anglais qu'en français. Ce qui nous amène à la 3e partie archive. Et juste pour signaler pour la 3e partie, il y a des podcasts qui parlent de violences sexistes et sexuelles et de violences intrafamiliales. Donc les extraits qui ont été choisis pour cette dernière et 3e partie illustrent les observations qui ont été faites par 2 chercheurs cités au début de la présentation, Olivier Tuillard et Louis Viart, qui ont publié un article dans la revue Hermès qui s'intitule « Podcast natif, des nouvelles voix à écouter ». Et ils mettent en avant les ruptures à la fois thématiques et narratives du podcast natif par rapport aux médias radiophoniques. Et ils identifient que le podcast natif permet l'émergence de nouvelles voix dans l'espace médiatique français, tout en gardant en tête ce qu'a dit Christophe Deleu au début de la présentation, c'est qu'il y a une filiation, évidemment, et il y a déjà des précédents, mais que dans le cadre du podcast natif, ces nouvelles voix, les caractéristiques de ces nouvelles voix constituent l'identité à part entière de ce média et de l'imaginaire qu'on s'en fait. Alors, ils identifient 4 voix. 4 voix, ça peut être entendu comme des caractéristiques ou des tendances. La première voix, c'est ce qu'ils appellent les voix engagées, donc des voix qui sont qui parlent de préoccupations sociales et politiques, donc des sujets qui sont plutôt militants, plutôt politiques, et qui donnent la parole à des personnes qui ont peu accès à la parole dans l'espace public, enfin dans le reste du paysage médiatique. Deuxièmement, ils parlent des voix qu'ils appellent les voix intérieures, donc qui fait lien avec la question de l'intime. Et troisièmement, des voix dites singulières, à savoir que tout le monde, toutes et tous, peuvent avoir accès aux podcasts et peuvent notamment faire des podcasts de niche. Donc ils identifient aussi une 4e voix qui s'appelle les voix corporate, mais on n'en parlera pas ici. Donc je vais revenir sur les caractéristiques de ces voix qu'ils utilisent, enfin les terminologies qu'ils utilisent en donnant des exemples de podcasts natifs. Et je vous montrerai une étude, enfin je vous parlerai d'une étude que j'ai menée, une étude comparative entre des podcasts de replay et des podcasts natifs sur un sujet donné, à savoir les violences obstétricales et gynécologiques. Et cette étude comparative montre très bien ces caractéristiques-là identifiées donc par les 2 chercheurs, une sorte d'illustration en fait de ces différentes voies. Donc on voit qu'il y a bien une multiplication de podcasts de différents formats. Ça peut être du documentaire, de l'interview, du reportage, du débat, qui vont parler de sujets qui sont peu traités dans les médias généralistes, tout en valorisant des expériences et des récits individuels, parfois avec une approche intersectionnelle. Donc on pourrait citer plein de choses, hein. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais ça peut être les violences de genre, ça peut être le handicap, la santé mentale, les parcours migratoires, le racisme, la transidentité, la vieillesse, la maternité, etc. Et parmi ces voix engagées, il y a tous les podcasts qui vont parler de féminisme et ou qui donnent la parole à des femmes. Donc, dans la cartographie Opcast, ça représente 140 podcasts sur à peu près 2400 recensés, où il y a le mot-clé qui a identifié, on parlait chercheurs et chercheuses qui ont travaillé avec le mot-clé féminisme, sachant qu'il y a eu tout un débat pour savoir qu'est-ce qui rentrait dans cette catégorie. Et quand on écoute aussi les femmes qui se positionnent comme féministes ou des femmes qui ne se positionnent pas comme féministes, en fait, on voit qu'il y a ce débat-là et donc cette porosité aussi pour identifier ce qui relève du podcast de femmes ou de podcasts qui parlent de féminisme. Donc voilà, donc sur cet ensemble-là, on voit qu'il y a quand même une proportion de podcasts, ça représente près de 5% de la cartographie Opcast. Et ce qui est intéressant de noter à ce sujet, c'est que les femmes journalistes qui ont créé des podcasts féministes à succès, on peut citer Lorraine Bastide pour La Poudre, Victoire Toyon pour Les coudes sur la table, Clémentine Gallo pour Quoi de meuf ou Charlotte Bien-Aimée pour Un podcast à soi, elles disent toutes la même chose. Elles disent que le podcast natif leur a permis de sortir des contraintes éditoriales de la radio, à la fois sur les sujets qu'elles peuvent traiter, que les invités qu'elles peuvent choisir et que aussi les contraintes de format, à savoir notamment la question de la durée.
Et c'est toutes des journalistes qui ont travaillé dans différents médias, dans la presse, la radio, la télévision, et qui dénoncent en fait le traitement qui est fait de certains sujets dans les médias, qui sont peu traités ou maltraités, de la faible présence des femmes et des représentations qui sont véhiculées à l'encontre des femmes. Donc il y a vraiment une volonté d'investir le podcast comme un espace où on pourrait parler d'elles, parler des femmes. Donc on a tout un ensemble de podcasts où on parle de femmes, de portraits de femmes oubliées, donc du passé, mais aussi des portraits contemporains. Et là, il y a tout un ensemble de podcasts, notamment portés par la presse écrite, qui vont valoriser des portraits de femmes, notamment liés au territoire. Donc toute la presse quotidienne régionale a beaucoup de podcasts de ce type, mais pas uniquement la presse quotidienne. Mais je peux vous donner quelques exemples. Ça peut être des femmes extraordinaires d'Initial Studio. Elles méritent d'être dans le journal de Ouest France. Elles changent le monde et l'esprit des pionnières des studios Les Cavalcades, bretonne d'influence du Télégramme. Et donc à côté de ces podcasts qui sont plutôt de l'ordre du portrait, on a aussi des femmes ordinaires qui vont parler de leur vie, de leur vécu, de leur rapport au corps, de la sexualité, de leur maternité, des violences sexistes et racistes qu'elles ont subies. Donc des podcasts qui vont parler d'elles, parler des femmes, mais aussi des podcasts qui vont parler des femmes entre elles. Avec un choix de non-mixité, donc notamment qui était une motivation de Lorraine Bastide pour la création de son podcast. Mais on trouve aussi des podcasts en non-mixité choisis qui investissent des formats qui sont traditionnellement associés aux hommes et portés par des hommes dans les médias traditionnels. C'est le cas du talk-show politique. Et donc, on a un podcast de talk-show uniquement féminin qui s'appelle par exemple Popol. Et l'exemple retenu dans la sélection d'archives qu'on vous a montré, il y a le podcast Bliss Story qui fait partie du top 10 des audiences de podcasts depuis maintenant des années, qui est vraiment symptomatique de cette démarche à la fois de parler d'elles, des femmes, et de parler entre elles. Donc c'est un podcast qui a été créé en 2018 par Clémentine Gallet. Et on est à peu près à 300 podcasts actuellement en ligne. Et la structure est la même. C'est pour ça que dans la sélection, l'idée, c'était de vous montrer les questions qui sont posées au début, parce que les questions sont toujours les mêmes. Et l'idée, c'est que des femmes racontent leur grossesse, leur accouchement, en partant de la rencontre jusqu'à leur postpartum. Et on est sur un podcast qui a des formats très longs. Vous avez vu, il y a beaucoup de silence. Enfin, rien n'est coupé. Ou s'il y a, c'est très peu de choses. Et il y a un ton très bienveillant. On est vraiment sur un format conversationnel. On entend des bruitages, on entend même la présence d'enfants quand les podcasts sont faits avec des enfants. On entend des fois des bruits de succion parce qu'il y a les allaitements qui se font en même temps. Donc il y a vraiment une ambiance aussi qui est faite pendant le podcast. Et sur le site internet de Clémentine Gallet, on peut lire le sorte de slogan du podcast. Ici, la transmission orale est reine. Ici, on parle sans filtre ni tabou. Ici, la parole se libère. Ce qui nous amène à la deuxième question, la question de l'intimité. Celle-ci, elle se joue à plusieurs niveaux dans le podcast. Donc évidemment, sur la durée, on a des podcasts qui sont très, très, très longs, parfois plusieurs heures. On a aussi l'habillage sonore, le ton qui est employé et le recours au jeu. Donc c'est ce que disait Christophe Deleu, qui est très, très présent dans certains podcasts, dans beaucoup de podcasts, où il y a une subjectivité qui est clairement assumée. Donc c'est-à-dire qu'on va parler de soi, on va utiliser le jeu, on va se raconter, aussi faire intervenir des personnes de son entourage proche, de sa famille. Et on a dans des podcasts où c'est pas forcément le fil rouge de faire du jeu, contrairement par exemple au podcast là, sur l'inceste, où on voit bien que c'est Lost, donc celle qui fait le podcast, qui parle de son propre histoire. On a des podcasts où c'est pas ça la ligne éditoriale, et où en fait quand même à certains moments on a cette subjectivité très forte qui ressort. C'est le cas du podcast donc, de Clémentine Gallet sur la maternité. Au 100e épisode, elle va raconter sa maternité, ce qu'on observe aussi sur d'autres podcasts de maternité, notamment La Maîtressence. Clémentine Sarlat, qui aussi à un moment va se mettre à raconter sa propre maternité, et on voit ça aussi à plein d'autres moments, notamment dans un podcast de Programme B où il y a Thomas Rozek qui fait intervenir sa mère dans une démarche de mea culpa au sujet de l'affaire Matzneff. Donc il revient sur cette affaire parce qu'il avait interviewé Matzneff, et puis en fait il revient sur pourquoi il l'a interviewé, et en fait il interroge sa mère sur ces questions-là.
Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de podcasts qui sont produits. On vous a cité des noms studios, des noms de médias, de presse magazine, de radio, de télévision, etc. Mais il y a aussi toute une constellation de podcasts qui sont produits par des indépendants. Donc là, on parle vraiment d'une galaxie dont on a beaucoup de mal à définir les contours. Ce sont des produits, enfin des productions audio qui sont très éphémères, qui peuvent être produites et diffusées sur plein de plateformes différentes, qui ne restent pas forcément très longtemps, qui peuvent être produits sur des sites ou sur des blogs. Donc on a vraiment quelque chose qui est difficile à identifier et donc moi j'ai pu l'observer dans le cadre des violences obstétricales et gynécologiques où j'avais fait une recherche et dans les podcasts natifs j'avais trouvé beaucoup de ces podcasts parallèlement à des podcasts produits pour des studios. On voyait nettement la différence entre les podcasts de replay, donc les émissions radiophoniques, et le podcast natif, où on voyait que le podcast natif apportait des choses très différentes de ce qui se disait dans la radio, avec notamment des figures d'experts qui étaient des figures d'experts de femmes, alors que dans la radio on trouvait uniquement des hommes. On trouvait aussi des tons qui sont très différents. On prend le temps d'expliquer, on met en avant des récits individuels. Donc on voit bien que là, dans un exemple concret, la question des violences obstétricales et gynécologiques, il y a un apport du podcast natif à l'espace médiatique, à la fois en termes de sujets, donc les violences de genre dans le secteur de la santé, mais aussi sur la place qui est faite aux femmes. Et c'est sur ça que je voudrais conclure. C'est qu'il y a tout un imaginaire démocratique et paritaire autour du podcast. On a beaucoup parlé de documentaristes, femmes, etc. Si on interroge les professionnels du podcast, il y a cet imaginaire-là qu'il y a beaucoup de femmes dans les podcasts. Donc nous, on a fait une étude donc avec Arthur Lézère, qui est ingénieur de recherche et coordinateur du lab de l'INA. On a fait une étude sur les temps de parole des femmes dans les podcasts natifs, en se posant justement cette question, en fait, qu'en est-il du podcast natif ? Est-ce qu'il est paritaire ? Si on le compare à d'autres études qui sont faites pour la radio et la télévision, qu'est-ce qu'on va trouver ? Et à notre grande déception, mais sans une immense surprise, les femmes sont minoritaires, voire très minoritaires dans les temps de parole. Donc on atteint à peu près les 37%, alors que sachant que c'est 36% pour la radio et la télévision en temps de parole cumulé. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a des différences qui sont très fortes entre les anciens acteurs, donc les médias traditionnels, et les nouveaux acteurs. On voit qu'en fait, cette tendance un peu plus favorable aux femmes, on va dire, est portée notamment par les studios de production et des plateformes qui ont des podcasts où les femmes vont être plus présentes, donc notamment des studios de production, par exemple, comme Louis Média, dont c'est la ligne éditoriale, de laisser parler les femmes et de faire que ce sont des femmes qui fassent des podcasts. Donc on voit qu'il y a vraiment une nuance à faire, c'est-à-dire qu'il y a du nouveau dans le podcast natif qui s'inscrit dans une histoire longue, dans une généalogie d'autres médias du média radiophonique, mais il y a aussi des apports qui en sont faits, mais voilà, aussi nécessaire de nuancer certains propos autour de l'accessibilité du podcast et de la parité qui pourra en être fait. Et voilà. Et comme je vois qu'on me fait signe, on va conclure rapidement. Et donc voilà, ce qu'on a voulu essayer de vous montrer, c'est que c'était très difficile de se saisir de cet objet du podcast natif et on voit qu'il y a plein de mondes du podcast, à la fois des médias traditionnels, des nouveaux acteurs, des indépendants, que les uns et les autres circulent et qu'il y a une évolution aussi qui est déjà observable après 20 ans. Voilà, merci beaucoup et on serait ravis de répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, la soirée a été très dense, mais on a quelques minutes pour une question ou deux. Je vais le faire pas... Alors oui, bonjour, je m'appelle Elio, je suis étudiant à l'INA, justement, et moi je voulais vous poser une question par rapport au financement du podcast. Est-ce qu'il existe déjà des formes de mécénat pour pouvoir financer des podcasts ? C'est une question très complexe, la question du financement. Parce qu'en fait, en France, Radio France est un acteur très très puissant et investit aussi le podcast natif. Donc vraiment, il y a une très grosse présence du média. Et puis il y a aussi quelques radios privées que vous connaissez qui ont investi le podcast.
Alors, il y a bien sûr des acteurs qui arrivent à s'en sortir. C'est le cas pour l'instant de Binge Audio, depuis donc plusieurs années maintenant, et qui fonctionne. Alors, c'est pas le mécénat, mais en tout cas qui a des contrats en fait avec des institutions qui financent en fait du podcast. Voilà. Donc Binge, voilà, fait des podcasts pour ces structures. Voilà. Voilà. Donc en termes de mécénat, c'est-à-dire, oui, ça peut arriver. Pensez quoi, à des musées, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, mais c'est vraiment du cas par cas, en fait. Hein. Il n'y a pas des grandes structures qui financent le podcast. Pour les podcasteurs, il y avait l'appel du ministère de la Culture. Je ne sais pas si on peut rentrer ça dans le cadre du mécénat, mais en tout cas qui était une aide à l'écriture, donc qui a duré plusieurs années, mais apparemment ça s'arrête. Voilà, mais voilà, en tout cas il n'y a pas des, voilà, il y a pas des, il y a du podcast de marque dont on n'a pas parlé. On a fait ce choix-là, mais on aurait pu aussi parler du podcast de marque, c'est-à-dire des marques qui décident de faire des podcasts, soit à destination du grand public, soit à usage interne. Et il y a énormément d'acteurs du podcast qui s'en sortent parce qu'ils travaillent pour ces marques-là. Ça aussi, ça a été identifié, donc il y a une économie. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, parce qu'il y a un vrai engouement de la part de certaines entreprises pour le podcast, parce que le podcast est à la mode encore aujourd'hui. Donc il y a ça. Mais après, est-ce qu'il y a des grandes structures de mécénat? Pas à ma connaissance. Mais... Non, après, si c'est un sujet qui vous intéresse, la question du versant économique des podcasts, vous pouvez regarder le rapport qui a été fait par l'Observatoire du podcast côté Arcom, où ils ont vraiment cette dimension-là. Et ce qui montre, c'est que le secteur se structure, mais se cherche encore, et économiquement, c'est très, très instable. En fait, il y a beaucoup d'échecs, et c'est pas évident de trouver. Il y a eu, ils ont essayé de faire il y a eu des essais de faire du payant, en fait, et ça fonctionne pas très bien. Donc voilà, vous pouvez regarder, en fait, il y a plein de pistes. Après, effectivement, il y a beaucoup de brand content, en fait, de podcasts qui sont aussi, parce qu'ils financent avec... Puis il y a de la publicité, en fait, aussi sur les podcasts, donc ils sont aussi financés avec les apports de la publicité. C'est très précaire. Hein. The Truth, par exemple, aux États-Unis, a fonctionné pendant 13 ans grâce à la publicité. Mais quand le marché publicitaire s'est effondré aux États-Unis, The Truth n'a pas résisté. Donc même des podcasts qui étaient installés depuis plusieurs années peuvent voilà, vaciller du jour au lendemain. D'ailleurs, petite question. Oui, bonsoir. À l'occasion des dernières élections américaines, on a beaucoup parlé d'une nébuleuse de podcasts réactionnaires pro-Trump qui serait très influente. Alors ça contraste de manière assez saisissante avec les tendances progressistes du podcast français que vous avez mis en lumière. Est-ce que les idées réactionnaires à la CNews trouvent quand même un débouché dans le monde du podcast, ou est-ce que pour l'instant c'est quelque chose de complètement marginal en France ? Alors non, il y a des podcasts réactionnaires. Alors je crois qu'il y a une chercheuse qui travaille dessus, mais dont j'ai plus le nom. Alors moi je pourrais pas vous en parler, mais non, tout n'est pas progressiste dans le podcast. Il y a bien des podcasts réactionnaires aussi. Non, en principe, je pense dans l'ouvrage qui va sortir de l'Upcast, issu du colloque de l'année dernière, il y a un article consacré à un podcasteur masculiniste qui a beaucoup de succès en France. Donc non, il faut pas. Nous, on a fait des choix un peu subjectifs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des podcasts masculinistes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux États-Unis, c'est vrai que notamment Donald Trump a vraiment choisi de vraiment cibler sa communication politique autour des podcasts et non plus forcément des médias traditionnels. Mais là, il y a une grande histoire aussi aux États-Unis des médias conservateurs. En fait, depuis la fin des années 80, aux États-Unis, les radios sont par exemple plus soumises au principe de l'égalité de temps de parole. Donc ça a favorisé déjà les radios, les conservateurs qui étaient ont beaucoup investi le paysage radio, Rush Limbaugh par exemple, avec des podcasts où il n'y avait que de la parole conservatrice. Donc il y a vraiment une longue histoire aux États-Unis du non-équilibre. Nous, on a découvert ça un peu plus récemment à la télévision, mais ça passe pas bien d'ailleurs. Mais aux États-Unis, il y a une grande tradition des médias vraiment d'opinion. Et donc les talk-shows conservateurs sont connus aux États-Unis depuis très très longtemps. Donc les podcasts, pareil, prennent le relais de ces radios vraiment qui existaient déjà aux États-Unis.
Mais non, l'univers, voilà, on vous a fait découvrir voilà, des choses voilà, qui nous... Il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'elles portent un engagement, exactement comme les radios libres à une certaine époque. Mais il y a d'autres types de paroles. N'importe qui peut poster quelque chose avec sa voix sur Internet ou sur les plateformes. Et voilà, et c'est possible. Donc non, tout n'est pas progressiste. Bien. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Prochain lundi de Lina le 27 janvier au CFJ autour des journaux télévisés. Très bonne soirée.